Ok, salut à vous deux, comment vous allez aujourd'hui? Bien Bien, et bien. toi? Et toi? Bien, nickel, nickel. Donc aujourd'hui, on est réunis pour un nouveau sujet. Enfin, un sujet, je dirais plutôt une question, puisqu'on va essayer de résoudre, ou en tout cas d'aider les personnes à résoudre cette question existentielle qui est qui es-tu? Voilà. Est-ce que, Aubin, tu pourrais me dire, selon toi, comment on pourrait répondre à cette question? Bon, merci déjà. Vu qu'on est dans le cadre d'un projet de réalisation de soi ou de façon plus spécifique d'un projet d'entrepreneuriat, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'on a tendance à se définir par rapport à ce que la société a bien voulu que nous soyons. On prend un peu de temps à savoir qui nous sommes en partant de l'intérieur. Je te prends un exemple. Généralement, c'est à travers notre parcours scolaire qu'on se définit, tu vois. On t'a dit, ouais, t'es pas ceci ou bien tu es cela. Généralement, c'est à travers notre métier. On t'a dit que, ouais, tu es ingénieur, tu es commercial, tu es ceci, tu es cela. Donc, au final, quand tu regardes qui tu es, c'est un peu comme si tu te définissais uniquement à travers ces éléments-là. Et pourtant, les éléments qui viennent de toi intérieurement, indépendamment du reste, tu les prends pas en compte. Donc, dans la question qui tu es, je vois surtout que le plus souvent, en tout cas, moi, j'ai commis cette erreur-là de jouer un personnage qui était défini par les autres et du coup, de porter un masque qui devient de plus en plus lourd avec le temps. Hmm. Ok, ok, très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony? Alors moi, ce que j'en pense, alors moi, pour moi, on a tendance à négliger en fait la vie spirituelle, qui peut être une solution. euh, Juste pour faire, on va dire, si je vais vous donner un exemple en fait de pensée spirituelle, parce que des fois, on est un peu dans l'erreur, on comprend pas que c'est pas forcément lié à la religion, mais ça peut être quelque chose de plus haut qui nous apporte vraiment une solution à nos problèmes. Il faut savoir que lorsqu'on se dit être spirituel, c'est quelque chose qui utilise nos organes internes et cela conduit, on peut dire, à un monde magique et une intelligence qui existe dans le quantique, mais qu'on n'est pas capable de percevoir à l'œil. C'est quelque chose qu'on vit et qu'on ressent et sur laquelle on ne se pose pas de questions parce que c'est là et c'est tout. C'est-à-dire développer ces sens subtils qui demeurent invisibles, hein, et c'est-à-dire inconscients. Donc ce n'est pas parce que on est inconscient d'une chose qu'elle n'existe pas et qu'elle ne peut pas influencer notre vie, voire envahir et gouverner notre vie. C'est quelque chose pour moi qui est un paramètre que tout le monde devrait se poser. C'est par exemple, aujourd'hui, j'ai un problème on va dire, le matin, je n'arrive pas à comprendre ce que je veux faire de ma vie. Si je pense de façon intellectuelle, je vais aller chercher des choses, peut-être je vais lire des choses, et peut-être que le problème, ce n'est pas d'aller chercher de lire des choses, mais plutôt de me recentrer sur moi-même et de me dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter au monde si je suis entrepreneur. Voilà. Et peut-être c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même, comprendre quelles sont nos faiblesses et nos qualités. Je pense que c'est la première des choses à regarder. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Et bah, écoute, pour finir la boucle, je vais finir avec je dirais ma vision un petit peu de la chose. C'est que généralement, en tout cas, je me suis rendu compte qu'on a tendance à, comment dire, à prendre des repères extérieurs. Quand on est petit, c'est généralement autour de notre famille, de nos parents. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mais bon, ce sont nos repères et nous sommes petits, on n'en a aucun au départ. Donc, c'est normal. Après, quand on grandit, on a tendance à prendre des repères auprès de ses amis et auprès de mentors. Mais on commet souvent une erreur, c'est que on
on a tendance à s'identifier à ces personnes-là. S'inspirer est une chose, s'identifier en est une autre, et il ne faut pas confondre les deux. C'est un petit peu dangereux, et on le fait avec notre entourage, mais on peut le faire aussi avec ce que la société attend de nous parfois. Voilà. Ou ce qu'on fait, un peu ce qu'on s'inflige à nous-mêmes. Ça serait, selon moi, la troisième erreur du fait qu'on ne se connaisse pas. C'est qu'on a tendance à s'infliger, un peu comme tu l'as dit, au bain, des masques, en fait. On s'inflige certaines choses pour plaire aux autres et pour s'intégrer, que ce soit dans la société, dans un groupe de personnes, des choses comme ça. Voilà. On a tendance à faire toutes ces erreurs-là. Et c'est bien d'en prendre conscience pour commencer à mieux se connaître et à se connaître soi-même. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter sur un autre niveau? Oui, oui. Justement, par rapport à ce que toi, tu as dit là, Valentin, c'était très pertinent. Euh, Surtout quand tu as signalé que on a tendance, en gros, à vouloir s'identifier aux autres au lieu de s'inspirer d'eux. Et ça m'a fait penser que ça fait aussi partie de cette dynamique-là. On a été habitué à prendre des autres. On a été habitué à travailler dans un cadre déjà défini par les autres. Donc, quelque part, on a été habitué à être suiveur. Le problème avec, pas le problème, la contrainte avec l'entrepreneuriat et de façon générale, la conduite d'un projet personnel, c'est que vous êtes mineur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est meneur pour vous. Donc, quand il faut aller chercher qui vous êtes, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire qui vous êtes. Ça rentre dans ce que Anthony disait. Ça demande déjà d'être autonome et de prendre conscience que c'est nous qui apportons les solutions. C'est nous qui sommes pilotes. On n'est pas copilote dans notre propre personne. C'est nous qui sommes pilotes. Donc, quelque part, ce que tu dis là, c'est un peu la résultante de cet état d'esprit aussi, de se dire, en fait, je suis suiveur parce que j'ai toujours été habitué à travailler sur les sentiers battus. C'est vrai qu'on a des... comment je dirais, l'être humain est habitué à prendre toujours le chemin, entre guillemets, le plus simple pour s'économiser, économiser son énergie. Mais malheureusement, ça s'est un petit peu retourné contre nous au fur et à mesure du temps. Donc, c'est important de faire attention à ça. Et au final, en fait, on nous a toujours habitués à être dans la comparaison. C'est-à-dire qu'on est incapable de savoir qui on est vraiment parce qu'on se compare toujours à une personne au lieu de regarder vers nous. Comment est notre comportement face au monde, face à la société, face à nous-mêmes, face au travail? Pourquoi pourquoi tu veux être quelqu'un qui, lui, n'est pas du tout toi? Et c'est ça le piège du mentor. C'est que le mentor va t'apporter une vision, une façon de faire, mais tu n'es pas lui. C'est-à-dire que tu vas apprendre de lui pour pouvoir appliquer, si c'est possible, de ta manière à ta vie actuelle, mais pas par rapport à sa vie à lui. Et ça, c'est très important de faire la différence. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas. Je pense que c'est vraiment un des conseils qu'on va donner dans cette vidéo qui est très important, surtout quand on commence à vouloir un petit peu s'émanciper, à devenir entrepreneur et à quitter un petit peu cette rat race, si on peut dire d'un terme un peu connu. Parce que quand on commence, on n'a pas les cartes en fait. Donc on essaie de piocher un peu à droite à gauche. Et c'est vrai qu'on peut très vite tomber dans ce piège de vouloir faire comme les personnes qui ont réussi. Sauf qu'on a tous une personnalité différente, on a tous des projets différents, un vécu différent. Donc ça ne pourra jamais, on ne pourra jamais faire un copier-coller de ce qu'ils font. Voilà. C'est important de s'en inspirer, mais toujours de faire à sa façon en premier lieu. Ok. Bah, ceci étant dit, je pense qu'on peut passer à notre partie technique. Aubin, quelle serait ta technique pour apprendre à mieux te connaître? Ou qu'est-ce que tu as déjà utilisé? Oui, ma technique elle est toute simple. C'est travailler sur son shadow. Je vais un peu rappeler ce que c'est que le shadow. Il y a un psychiatre qui s'appelle Carl Jung, qui est très célèbre d'ailleurs parce qu'il a fait un gros travail sur la psychologie humaine, l'inconscient humain. Et il a introduit ce concept de shadow
qui est en fait l'ensemble de ce qu'on réprime au fil des années. Je vais prendre un exemple. On a tendance à garder les côtés positifs. On va te dire que ouais, tu es quelqu'un de poli, ouais, tu es quelqu'un de gentil. Ça se plaît, ça, mais ce que tu oublies, c'est que peut-être tu es aussi quelqu'un de très faible, tu es aussi peut-être quelqu'un de méchant, tu es aussi quelqu'un d'égoïste. Tu vois? Au final, ces notions gentillesse, égoïste, tout ça, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Quand on dit gentillesse, ben, gentil, mais si dans certains contextes, ça devient un défaut, tu vois. Mais tu auras plus tendance à vouloir t'attacher à ça que garder le reste. Je peux prendre un autre exemple. On va te dire que, ouais, il faut être quelqu'un de carré. On va te dire qu'il faut être quelqu'un de carré. Mais toi, peut-être, tu es quelqu'un de créatif qui aime plutôt le désordre parce que c'est là que ta créativité s'exprime. Donc, tu grandis finalement en réprimant certaines choses qui font partie de ton être et en adoptant d'autres qu'on a promulguées autour de toi, comme je disais, par rapport à la société, par rapport à l'école, à l'entourage. Et au final, des dizaines d'années plus tard, ben, tu sens, il y a donc un équilibre parce que ton shadow, ben, il grandit, grossit. Et après, il vient te demander des comptes que monsieur, je suis là, tu m'as ignoré. Parce que ça fait autant de parties de toi qui ne s'expriment pas. Si tu es déjà créatif et que tu veux te forcer à être carré, ben, ça veut dire que ta créativité, ben, elle en souffre. Et elle va grossir, grossir. Donc, ce que je recommanderais donc comme technique, c'est déjà de revenir vers soi et de faire le travail de lister ce qu'on est, ce qu'on pense être, indépendamment des autres. On ne va pas voir un ami, on ne va pas voir un parent, on ne demande pas aux autres qui nous sommes. Soit on le fait avec un papier, soit on le fait verbalement, peu importe. L'idée là, c'est qu'est-ce que j'ai réprimé? Qu'est-ce que je souhaiterais faire en fait? Que j'ai laissé dans un coin de ma tête? Quels sont les traits de personnalité que j'ai tendance à vouloir extérioriser et que je bloque? Ce n'est pas un exercice facile. Parce que de là, en fait, ce qui en ressort, c'est qu'on se rend tout compte qu'il y a deux facettes. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et ce que Jung dit justement, c'est que si tu as tendance à vouloir favoriser un côté ou l'autre, ce n'est pas bon. Les deux sont importants, de garder l'équilibre. Tu es gentil, oui, mais peut-être tu es aussi méchant dans certains cas. Tu aimes la créativité, oui, mais ce n'est pas bon dans tous les cas, il faut être carré. Donc, en fait, de faire cet exercice-là soi-même, ça demande beaucoup de courage, euh, beaucoup de, beaucoup de patience aussi, mais au moins, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, il y a des choses qui vont ressortir. De façon plus concrète, moi, ce que j'utilise généralement, c'est je prends juste un stylo et je commence à écrire qu'est-ce que je réprime. De me poser cette question-là, qu'est-ce que je réprime, qu'est-ce que je réprime, qu'est-ce que je suis. Et en écrivant, en fait, il y a des pensées qui vont émerger. C'est ce que je peux appeler une écriture libre, où tu laisses un peu ton inconscient parler. Et au fur et à mesure que tu vas trouver qu'est-ce que je réprime, il y a des souvenirs qui vont émerger, des souvenirs de ton enfance, ta mère qui avait dit ceci, ton père qui avait dit ceci, ton collègue, ton chef qui avait dit cela. Et ces trucs-là, tu les notes sans chercher à les juger. Et c'est comme ça que le shadow te parle. C'est en tout cas c'est le moyen le plus doux que j'ai trouvé parce que le shadow, il peut aussi te parler différemment, mais là, c'est plus violent. Il te parle justement quand tu veux l'ignorer et à un moment donné, ben, il joue sur toi. Un peu comme Anthony disait, c'est pas parce que tu n'en prends pas compte et qu'il ne joue pas sur toi, il est dans ton inconscient et il joue sur toi. Donc, avant d'en arriver là, où quelque part il te demande des comptes par là, de façon violente, mieux vaut tu prends la peine de dialoguer avec toi-même à travers cette écriture rapide, cette écriture libre-là. Des choses vont en sortir et ce sera déjà un bon point de départ. Et tu auras déjà un certain nombre d'éléments qui font partie de toi, venant de toi, et pas de ce que les autres disent. C'est hyper important parce que partant de là, tu pourras dire, OK, voilà ce qui me plaît, voilà ce qui ne me plaît pas, voilà ce que je vais travailler, voilà en quoi c'est important. Et donc, c'est pour ça que je dois aller dans cette direction-là et pas dans telle direction de tel mentor. Voilà. Ok, ok, bah écoute, très très intéressant. Je pense qu'on pourra mettre, tu as cité un bouquin très intéressant, je pense qu'on pourra le mettre en lien. Ah, Tu peux tu le l'as devant montrer? toi. Ah, tu peux le montrer, bien sûr. Ok, Meeting the Shadow. Parfait, Le pour titre, ceux que ça c'est intéresse. ouais, pour ceux qui. Lise anglais, Ouais. d'ailleurs, Ah, je tu peux crois le qu'il n'est pas en remontrer? français. Ouais. Tiens, yes. Il y a le titre, Nickel. juste pour un résumé, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que ce n'est pas seulement Carl Jung, c'est pas mal de professionnels, tu vois, qui ont contribué. Il y en a pas mal, donc ça donne des perspectives différentes. Ok, nickel. Bah écoute, merci beaucoup
ton point de vue. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est des trucs qu'on, personnellement, j'ai entendu nulle part ailleurs. Et pour résumer, tu dis que c'est intéressant de s'intéresser au bon côté, mais aussi au mauvais côté de son shadow. Euh, de savoir ce que l'on réprime. Moi, j'aurais peut-être une question à te poser en complément pour les personnes qui aimeraient le faire. C'est, moi, je pense avoir les réponses, mais je préfère que peut-être tu le reformules. Euh, Comment tu fais pour savoir exactement ce que tu réprimes? Se dire, ouais, ok, si on se pose la question, mais que rien ne vient, comment toi, tu pourrais peut-être euh, guider un petit peu la personne dans la première étape pour le déclenchement, pour le premier pas? Merci. Le plus souvent, c'est la douleur qui te fait savoir ce que tu réprimes. Le D'accord. problème avec le shadow, c'est que c'est pas quelque chose, comme tu vois, il y a même dans le nom, le shadow, tu comprends que c'est un nom, c'est pas un nom qui veut dire très positif. Mais pour être plus concret, je vais donner une histoire qui me concerne. Quand j'ai commencé, tu vois, à l'époque, j'avais une copine et un jour, on courait dans un parc. Et je lui avais dit que ouais, je pouvais courir 7 kilomètres, chose que à l'époque, je ne faisais pas vraiment, tu vois. Je courais 1 kilomètre et puis j'étais fini. Mais elle faisait déjà des semi-marathons. Donc, 3 kilomètres plus tard, je suis mort. Et puis, tu rigoles, j'étais à la fin de ma vie. Donc, mais en route, quand on rentrait, tu vois, j'avais toute cette habitude de lui parler des projets grands que moi je comptais faire. Je comptais faire ceci, je comptais faire cela. Et moi, j'avais pas, je me sentais capable de le faire. Je n'en doutais pas. Et à un moment donné, elle me dit, mais Aubin, t'es qu'un parleur. Tu vois. Pourquoi elle dit? Parce qu'elle venait de se baser sur la course, tu vois. Une course où j'avais dit qu'elle devait faire, tu vois. Mais ça fait écho à moi, une douleur hyper grande. Mais il y avait deux côtés. Un, je savais que j'en étais capable, mais il y avait un autre côté que j'ignorais aussi, c'est que si quelque part elle le disait, c'est parce qu'elle m'avait observé. Elle avait constaté que justement, je faisais pas mal de projets, mais je ne les finissais pas à l'époque. Donc, le shadow, en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire, quand quelque chose te touche, tu as la partie positive à laquelle toi, tu vas naturellement penser, mais si tu zoomes, si tu t'autorises à zoomer dans la douleur, tu vas te rendre compte qu'il y a une partie négative. Pour mon cas, la partie négative, c'était que j'étais un procrastinateur. Je ne connaissais pas encore ce terme, mais en gros, j'étais quelqu'un qui disait qu'il devait faire les choses. Il faisait beaucoup de choses, mais il ne faisait jamais rien. Ça, c'était aussi vrai. Donc, mais c'est en zoomant sur la douleur de ce qu'elle m'avait dit que j'ai pu trouver la partie du shadow. Et maintenant, par contre, ça, c'est le point de départ. Tu connais. Maintenant, comment est-ce que je l'ai transformé? J'aurais pu dire, je vais m'énerver contre elle. Non, je suis resté calme pendant un certain temps. Mais après, j'ai transformé cette douleur en disant, OK, je vais lui montrer que je ne suis pas un bavard. Et je ne suis pas un bavard. Je l'ai mis sur mon mur comme une technique de Anthony pour savoir le pourquoi je me levais chaque jour. Pour me prouver à moi-même que je n'étais pas un bavard. Tu vois? Et derrière, je n'étais pas un bavard, ça faisait écho au shadow. Ça me rappelait que, ben, cet esprit procrastinateur-là, maintenant qu'elle dit que je vais faire un truc, je dois le faire. Peu importe, y a plus d'excuses, c'est fini. Donc, non seulement j'avais trouvé une partie de mon shadow, mais je l'avais converti parce que cette énergie-là, maintenant, me propulsait maintenant dans la direction du changement. Donc, c'est Parfait, derrière la douleur que tu trouves ton shadow. parfait. Super, super précision, je pense qu'elle était importante. Ouais. On va passer à Anthony. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Aubin. Non, non, moi, c'est quelque chose ouais, que souvent beaucoup de personnes entendent et n'arrivent pas, en fait, après à rebondir là-dessus. Parce que généralement, on fait fonctionner notre ego et lorsque l'ego nous contrôle, on ne fait plus rien, on pratique l'immobilisme. Et on n'accepte pas d'entendre ce genre de choses. Tu vois? Et c'est très dur, en fait, mentalement, pour beaucoup de gens, de se dire bah, que cette personne a raison et qu'aujourd'hui, bah, je vais me remettre en question. Juste se remettre en question pour pouvoir avancer et de se servir de justement des mots qui ont été percutants pour justement s'en servir et avancer et évoluer dans notre état d'esprit. Ok, Euh, nickel. Voilà. Et ton point de Donc, vue, ta technique, selon toi? alors moi, il y a une technique qui marche plutôt bien pour tout le monde, hein. Généralement, quand on veut savoir qui on est et quelles sont nos qualités, on va réfléchir. On va se dire, bon, bah alors, je pense que. Alors qu'il suffit de demander aux gens, ou sinon de se souvenir de ce que les gens nous disaient.
et de prendre un bloc-notes et tout ce que les gens vous ont toujours dit sur vous, vous allez le noter. Et là, étonnamment, vous allez voir plusieurs choses qui reviennent. Donc, plusieurs choses qui sont sûrement peut-être notre qualité. Et moi, ce que j'appelle notre capacité unique, une compétence que seuls nous avons. Et c'est là qu'en fait, vous commencez à définir quel type de personnalité vous allez être et quelles sont vos forces que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Ça, c'est un paramètre qu'on pense qui est compliqué à savoir, alors qu'il suffit juste d'écouter le monde autour de nous. Donc, voilà pour ça. Ok, nickel. Merci beaucoup. Moi, j'en aurais deux petites techniques à ce niveau-là. La première vient se compléter un peu à la tienne, c'est que tu as dit qu'il fallait faire attention à ce que les gens ont dit par le passé ou à ce qu'on se souvient, pardon. Moi, j'aurais peut-être un paramètre un peu plus, je dirais, un peu plus proactif, qui est d'aller en fait vers les gens qui nous connaissent le mieux. Peut-être pas n'importe qui en fait, mais notre entourage. Éviter d'aller demander peut-être à sa grand-mère, parce que sa grand-mère forcément elle aura que du positif à dire sur nous. Mais ça serait de demander 3 points positifs et enfin 3 qualités et 3 faiblesses selon eux que l'on peut avoir en fait. Et un peu comme tu l'as dit, le noter et après voir ce qu'il en ressort, ça permet de mieux se connaître pour les points positifs et ça permet aussi de mieux se connaître avec ses points négatifs, mais aussi de savoir sur quoi on va pouvoir travailler pour la suite. Donc voilà, pour le premier point. Et deuxième point que moi j'ai testé, pour le coup, une fois, on a fait la rencontre d'une sophrologue qui fait aussi de la numérologie. Alors ça peut paraître un peu mystique, mais moi j'ai testé et ça m'a permis en fait aussi de mieux me connaître et de savoir ce sur quoi je devais travailler. Donc voilà, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus avancées ou qui sont assez ouverts, je leur recommande de peut-être tester ça. Ça peut être un très bon point. Voilà, voilà. Je préciserai juste que c'est de la numérologie stratégie. Stratégie, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Ok, nickel. Et du coup, ben, Aubin, vu que tu es en premier plan, euh, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que on a donné des techniques, c'est pas forcément facile de les appliquer. Pour les personnes qui essayeraient de l'appliquer mais qui n'y arrivent pas forcément, qu'est-ce que tu pourrais recommander en recours, en plan B, si je peux dire? Euh, Tu parles de techniques contre la procrastination? Tout à fait. Ah, ok. Tout à fait. Ben, pour moi, c'est simple. C'est la compassion et l'indulgence vis-à-vis de soi-même. Comme je le disais là précédemment, quand tu creuses en toi, il y a du bon, il y a du mauvais. Et le plus souvent, tu as tendance à vouloir négliger le mauvais. En tout cas, ce que tu considères comme mauvais. Donc, c'est un peu comme, pour te donner une idée, c'est un peu comme quelqu'un qui va à une réunion et il s'engage à réaliser des objectifs, tu vois. S'il ne fait pas les objectifs, à la prochaine réunion, il aura tendance à vouloir éviter la réunion. Il va trouver une excuse pour ne pas assumer qu'il est quelqu'un qui n'a pas réalisé son objectif. Et il va fuir. C'est un peu la même chose avec ton intérieur et de façon particulière ton shadow. Si tu sens que ce qui va en sortir, dis si tu sens, ça dit, si tu sens que ce qui va en sortir va te, va te déplaire par rapport à l'image que toi tu as de toi, tu t'es tout dit que tu es quelqu'un de gentil, mais en fait tu es quelqu'un qui aime humilier les autres, par exemple, tu es quelqu'un qui aime le pouvoir, tu es quelqu'un, tous ces gens-là, toutes ces choses-là vont ressortir pendant ton travail. Donc, si si tu restes très dur envers toi-même, tu auras tendance justement à éviter ce genre de choses. Par contre, si tu viens en te disant, en te parlant en toi-même, que OK, je me pardonne à moi-même, je suis indulgent, je suis qu'un humain, donc c'est normal que je puisse faire des erreurs, mais si tu discutes avec toi-même, un peu comme si tu discuterais avec un enfant que tu pardonnerais pour quelque chose, avec qui tu serais très tolérant, voilà, tu seras plus dans l'état d'esprit de laisser sortir naturellement ce qui pourra advenir sans filtrer. Parce que c'est le manque de tolérance, la critique vis-à-vis de toi-même qui filtre naturellement ce qui va en sortir. Donc, la solution serait très simple. Apprendre
et s'autoriser à être tolérant avec soi-même, indulgent avec soi-même, compassionnant avec soi-même, et le reste suivra. Parfait. Très bien, ouais. Très bien. Très bien dit. Anthony? Alors, moi, ce que je pourrais dire sur la vision, en fait, c'est de savoir, euh, généralement, on veut entreprendre, mais dans notre projet, on n'a pas de conviction. On n'y croit pas. Et si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que ça se réalise? Parce que quand on parle de la loi de l'attraction, c'est quelque chose que vous demandez. Par exemple, vous demandez la réussite, l'abondance et le succès. Mais si moi, aujourd'hui, je demande ce succès et que je n'y crois pas, est-ce que vous pensez que ça va arriver? Je ne Non? crois pas. Voilà. Parce que vous allez en fait vous mettre un schéma dans votre tête contre-productif qui va justement annuler votre succès. Cette pensée négative, en fait, c'est à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, elle va réapparaître. Ah non, je peux pas, je n'ai pas la capacité. Et en fait, ça va vous brider. Et ça va être tout le temps comme ça dès que vous allez vouloir faire quelque chose. Donc moi, j'ai une solution, c'est de vous poser 10 minutes et de vous projeter tous les matins au plus haut niveau de votre succès. D'essayer d'imaginer peut-être dans 10 ans ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où vous en serez. Essayez de visualiser comment vous serez habillé dans le lieu que vous serez. Et essayez aussi de le faire pendant 1 mois, tous les matins. Et vous allez voir que votre vie et votre vision va changer, et radicalement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est la vision qui est importante à mettre en place quand on est entrepreneur et quand on veut faire un projet. Il faut savoir se projeter et avoir une vision claire et nette et précise de ce qu'on veut être plus tard. Sans ça, en fait, c'est comme moi je parlais de quantifier, par exemple, votre chiffre d'affaires. Si vous savez combien vous voulez à la fin de l'année, ça vous permet de travailler chaque mois sur combien vous devez ramener et pas de travailler au pif. Donc, c'est très important pour pouvoir se développer et mettre des actions en place. Donc, voilà pour moi. Ok, tu as dit beaucoup de choses. J'aimerais quand même revenir sur en tout cas, les 2 points que j'ai retenus. Ouais. Quand tu parlais de visualisation, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que les gens tombent beaucoup dans la visualisation matérialiste des choses. Comment, toi, tu pourrais conseiller à la personne de s'imaginer dans 1 an, 2 ans ou 3 ans sans forcément tomber dans le côté matérialiste? Alors, c'est là que rentre en jeu le côté spirituel. Parce que le côté spirituel, tout comme l'amour, il n'attend rien. L'amour, vous le vivez. Vous n'attendez pas quelque chose d'une autre personne. Et par rapport au côté spirituel, c'est pareil. Lorsque vous allez être dans l'entrepreneuriat, vous, ce qui vous intéresse, c'est le développement et l'aide de votre prochain. Vous aidez les gens. Vous n'êtes pas cupide. Vous n'êtes pas là à penser qu'au matériel, parce que le matériel, comme vous le savez, au bout de 2 mois, vous en lassez. C'est comme lorsque la même chose, vous sortez avec une belle femme, et c'est pour ça que vous allez dire pourquoi il a trompé la fille alors qu'elle est super belle. Et parce qu'en fait, quand vous êtes habitué, vous n'avez plus la même vision. Ce que vous regardez, c'est la profondeur. C'est comme ça, c'est humain. Une fois qu'on est habitué, on regarde la profondeur et les qualités. Et si ça ne respecte pas nos principes, généralement, on s'en lasse et on va voir ailleurs. Voilà, c'est un point qui est très important. Et la deuxième question, c'est quoi? Très bonne image. Ouais. Très bonne image, très parlante en tout cas. La deuxième, c'est, tu parlais voilà, d'avoir un objectif financier. Ça rentre un petit peu dans le côté un petit peu aussi, je dirais, matérialiste, c'est un peu en rapport. C'est très important, comme tu l'as dit, de se fixer un objectif. Mais je pense qu'il serait peut-être, enfin, c'est pas forcément une question, mais peut-être de rappeler que euh, le, l'objectif financier doit rester un objectif pour le côté objectif et pas financier pour se mettre
je dirais, comment je peux dire ça, pour avoir un but, en fait, mais pas financier. Je ne sais pas si tu vois ce que j'essaie de dire. Ben, je vais essayer de l'interpréter. J'ai pas, enfin, j'ai un peu mal compris, mais bon, je vais essayer de l'interpréter. Alors, le but quand je vous dis de quantifier votre projet, c'est déjà pour vous donner une certaine motivation pour développer votre entreprise, parce que tous les mois, vous allez avoir des charges. Si vous dormez, ce qui va arriver, c'est que vous allez déposer le bilan ou ne jamais avancer. L'objectif financier, en fait, n'est que la conséquence de ce que vous allez mettre en place. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, on va dire, vous avez quitté votre travail et vous voulez vous développer, vous allez aider de plus en plus de gens. Et en aidant de plus en plus de gens, c'est là qu'en fait que vous avez l'abondance. On ne parle pas d'argent propre, mais d'abondance parce que dans l'abondance, il y a tout. Il y a le développement spirituel, le développement de vos capacités, parce que vous allez justement découvrir des nouvelles compétences enfouies au fond de vous qui vont se révéler. Et après, dans l'abondance, vous avez aussi forcément le cercle vertueux. Donc, si vous faites des bonnes choses, c'est un cercle vertueux qui vous apporte toutes sortes de choses et de bonheur. Dans l'abondance, vous avez aussi le développement personnel qui est très important. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Et l'abondance, ça réunit tout. Ça réunit le succès, ça réunit votre réussite, qu'elle soit en amour ou peu importe, mais ça réunit toutes ces choses-là. Ok, nickel. Bah, t'as plutôt bien interprété ma question qui était pas très claire. Dans ta question, en Aubin, fait, j'ai réuni un peu plus de choses pour que si je n'ai pas répondu à ta question, elle puisse être répondue par autre chose. oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien. En fait, le mot-clé qu'il a cité là, Anthony, c'était l'abondance. C'est ça, parce que le mot, l'abondance, justement, ça regroupe plein de choses qui ne sont pas que d'ordre matériel. C'est comme un immeuble, tu as plusieurs étages. Donc, il a cité l'amour, ça c'est un étage, mais qui est peut-être haut pour certains. Il a cité la clarté sur tes objectifs, il a cité le mot aide. Donc, au final, ce que Valentin essayait vraiment de dire, c'est de dire qu'au final, derrière ton objectif, qui peut être financier, de bien te focaliser sur l'étage qui correspond à quelque chose de spirituel. Entre autres, l'amour, l'aide aux autres. Même si matériellement, ça te motive, même si matériellement, Mm. ça te permet de compenser tes charges, dans ta vision, de te focaliser sur la partie spirituelle. Mm. Et si, en fait, on se focalise que sur le matériel, donc la possession, sachez que la possession vous rendra malheureux. Parce que vous n'aimez que l'argent, et l'argent, ok, contribue au bonheur et permet de faire des choses, mais si vous êtes que sur ça, et donc forcément que du matériel, hein, parce que si on pense qu'à l'argent, forcément, c'est parce que aujourd'hui on est matérialiste, et le matérialiste apporte le mal-être. tout à fait. Bah, écoutez, c'était très bien répondu, très bien reformulé. Euh, bah, je vais terminer par moi, parce qu'il me semble que je suis le dernier à passer. Donc, pour ma part, si jamais on a un peu de mal à faire tout ce qu'on a pu citer jusque-là, c'est de se mettre dans soi-même dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en, pour être un peu plus précis, donner des exemples, ce serait par exemple de sortir tout seul en soirée. Ce serait par exemple d'aborder des inconnus dans la rue. Ce serait partir, si vous avez eu l'occasion de partir en voyage. Ce sont en fait des situations où on est obligé de s'adapter malgré soi. Et donc, de par ces expériences, on peut vraiment en apprendre sur soi-même. Et ça pourrait donner des pistes aussi pour faire le travail qu'Aubin a donné plus tôt dans la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est bien ça. Ok. C'est très simple, mais pourtant, c'est tellement vrai. Se donner l'opportunité de se mettre un peu dans la piscine, quoi, sans être forcément prêt. Euh, je me rappelle d'une amie qui disait que elle avait fait les Globetrotters, là, je crois. Ceux qui voyagent avec un sac au dos. Tu vois, tu fais ce genre de truc, tu en ressors, mais
changer parce que tu rencontres plein de monde, tu te découvres certaines aptitudes dans certains contextes. Tu reviens, tu te rends compte que c'est plus une question d'âge. Ta personnalité, ta maturité ont complètement changé parce que ces situations t'ont aidé à te connaître. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Le fait de partir avec un sac à dos seul à travers le monde, c'est qu'on va faire face déjà à notre timidité. Et on va devoir se dire que si je n'abandonne pas cette pensée limitante, je ne vais pas pouvoir avancer. Je ne vais pas pouvoir aller communiquer. Et donc, c'est un travail qu'on va faire sur nous pour pouvoir justement acquérir une nouvelle compétence et briser cette pensée limitante. De se dire, bah, je suis timide. Non. Tu t'es mis en tête que tu l'étais. Tout simplement. Tout à fait. Ça t'oblige, en fait. C'est un peu, tu réactives un petit peu le mode survie, en fait. C'est pour ça que tu vas t'obliger à faire face à tous ces problèmes, tous ces blocages que tu as pu t'infliger soit par toi-même, soit à cause de ton entourage ou de ta société. Donc voilà. Bah, écoutez, je pense que ça sera le mot de la fin. Euh, on peut se souhaiter une très bonne journée et rendez-vous Ouais. à la prochaine vidéo. Et surtout, ben, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à laisser un commentaire aussi si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. ciao. Salut, à la prochaine.